en ligne et qui vont venir dans les quelques semaines à venir. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un peu deux choses différentes, on va dire. Donc, ça reste toujours autour de la RSE, comme ça a été promis. Et en fait, il y a Aurélie Bastan qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Qui nous présentera un peu globalement c'est quoi la RSE et comment est-ce qu'on peut mettre cela en place au sein d'un musée. Aurélie a récemment fait une étude pour le centre Juno Beach avec un benchmark sur les différentes manières de mettre la RSE en place au sein des musées internationaux. Et du coup, elle va nous présenter un peu tout cela. Et on accueille également, on a avec nous Romane Moreau de OTN. Bonjour. Et donc OTN, qui est la Fédération normande des offices tourisme, et qui accompagne 9 offices tourisme dans un projet de mise en place d'une démarche RSE au sein de leur office. Et donc, elle va nous présenter un peu ce projet. Donc, je propose qu'on commence. Aurélie, je te laisse commencer. Et on va... Je te partage l'écran. Voilà, en mode diaporama et c'est parfait. On est bon? Merci Fabienne. Merci. Alors, bonjour à tous. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Fabienne, tu peux passer à la diapositive suivante. Voilà, donc comme l'a dit Fabienne, on va parler de la mise en place d'une démarche RSE dans les sites de visite, musées, et puis Romane parlera des offices de tourisme. En un mot, je suis consultante en communication et RSE depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est pour ça que le centre Juno Beach a fait appel à moi et mon partenaire Mathieu Janik, dont je vous reparlerai à la fin de cette présentation. Alors, allons-y. Développement durable, RSE, les enjeux. Fabienne, voilà, on va reprendre la définition de développement durable telle qu'elle a été formulée pour la première fois en 1987 dans le rapport Brundtland. Donc, c'était un rapport qui a servi de base de travail au sommet de la Terre de 1992. Et on définissait le développement durable comme étant la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins, sans compromettre l'aptitude des générations futures à couvrir leurs propres besoins. Donc, ça se traduit comment pour les organisations aujourd'hui ? 3 piliers, économique, social, sociétal et environnemental. Donc, comment assurer la pérennité et le développement économique d'une organisation tout en assurant le progrès social et en limitant les impacts sur l'environnement. Et en matière de communication, du coup, aujourd'hui, on voit que la communication, quand elle est faite de façon responsable, peut servir une démarche de développement durable, une démarche RSE des organisations. Et il faut avoir un point de vigilance particulièrement sur le fond et la forme de cette communication. J'y reviendrai. Alors, les grands enjeux, tout ça, vous connaissez par cœur. Vous avez déjà eu des sensibilisations sur ces sujets-là, mais les grands enjeux du développement durable, pour revenir rapidement dessus, vont du gros sujet changement climatique à d'autres sujets comme la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes, cette urgence d'effectuer une transition agricole, alimentaire et énergétique. On parle beaucoup aussi, et notamment sur le territoire normand, de mobilité durable. On va parler de la préservation de la santé, du bien-être, de la qualité de vie des êtres humains sur Terre, de l'égalité et des droits humains, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, de consommation responsable, les consommateurs sont de plus en plus en attente sur ce sujet-là, de réduction des déchets, d'économie circulaire, etc., etc. Donc, je passe assez rapidement sur ces postulats de départ pour rentrer justement sur le sujet d'aujourd'hui, les sites de visite et les musées. Comment peut-on s'organiser, comment peut-on s'engager dans une démarche RSE, donc une démarche en faveur du développement durable. On voit que le sujet du développement durable pour le monde muséal n'est pas un nouveau sujet. Je vous ai ici partagé un extrait d'une publication qui date de 2015 de l'UNESCO qui dit que les musées ont effectivement un grand potentiel pour sensibiliser le public à ces valeurs de patrimoine culturel et naturel.
et qu'ils peuvent sensibiliser justement et responsabiliser les citoyens pour contribuer à cet entretien et à cette transmission. Donc, le musée a un rôle à jouer sur les sujets de préservation, de protection, de promotion aussi de la diversité, de transmission des connaissances. Le musée et les sites de visite en général ont des capacités en matière d'éducation et de sensibilisation. Ils sont des grands acteurs de l'apprentissage et ils sont aussi évidemment des parties prenantes incontournables dans l'économie du tourisme. Une autre citation qui est un petit peu plus récente, puisque là, on la trouve dans une publication de l'ICOM en 2020, qui insiste sur le fait que le musée, le site de visite aussi, j'élargirais, est ancré dans sa communauté et donc est une expression de son territoire, de sa localité. Le site de visite, le musée, peut témoigner en faisant connaître les différents sujets justement relatifs à ces enjeux de développement durable. Et ces institutions peuvent rendre l'apprentissage accessible. Ils sont libres, ils sont créatifs, les musées et les sites de visite, et donc ils peuvent proposer des contenus engageants et amusants, et donc rendre accessibles ces sujets aux citoyens. Alors, pour poser mon propos sur le sujet du développement durable dans une organisation, je prendrai ce principe de départ qui est l'amélioration continue. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle la roue de Deming, qui consiste à planifier, agir, réaliser, vérifier ce qu'on a mis en place et réagir en mettant en place des actions correctives. Cette roue d'amélioration continue est un principe qu'on a trouvé beaucoup dans les démarches qualité et qui s'est appliqué aussi au système de management environnemental. Donc, quand on veut commencer à réfléchir sur le développement durable dans son organisation, c'est bien de poser les choses de cette façon pour se dire on est dans une démarche d'amélioration continue. On ne va pas tout faire parfaitement du premier coup, mais on se donne une ambition, on se donne un cap et on va mettre en œuvre les moyens pour y parvenir et de façon progressive. Et on va systématiquement réinterroger nos actions et notre stratégie pour justement progresser en fonction des ajustements qui pourraient être nécessaires. Alors, pour s'aider justement sur ce sujet de la mise en place d'une démarche en faveur du développement durable, on a différents labels, différentes certifications qui existent. Les 2 labels recommandés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour le tourisme, du coup, sont cet écolabel européen et pour les lieux d'hébergement, la clé verte. Donc, 2 labels qui sont recommandés en priorité, mais il existe d'autres labels, d'autres certifications, comme NF Environnement avec la particularité site de visite, qui donne des guidelines justement pour mettre en place ces démarches. Vous avez effectivement aussi une certification qui est l'ISO 14001. Donc là, c'est quelque chose d'assez exigeant. Avant de se lancer de toute façon dans un label ou dans une certification, il faut s'assurer que vous avez bien les moyens, que toute l'équipe est mobilisée justement pour pouvoir répondre aux exigences du label ou de la certification. Vous avez pour le secteur du tourisme le label Green Globe. Vous avez évidemment Qualité Tourisme. Et puis, sur des sujets un petit peu plus particuliers, selon les différents sites dans lesquels vous vous trouvez, vous avez effectivement la notion d'accessibilité, donc en handicap. Vous avez les éco-gîtes, vous avez les gîtes panda, vous avez le label Accueil Vélo. Et donc, il existe sur le sujet du tourisme, en tout cas, plus d'une centaine de labels. Au niveau international, c'est une multiplication impressionnante et tous sont plus ou moins faciles d'accès. Donc là, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être creusé si vous voulez vous lancer dans cette aventure en fonction des moyens que vous pouvez mettre en face de cette ambition. Parce que obtenir un label ou s'intégrer dans le cadre d'une certification, ça demande du travail pour tout le monde, pour toute l'équipe, et puis un suivi. Donc, c'est important de bien se poser la question dès le départ. Mais on n'est pas obligé, si on veut mettre un pied à l'étrier sur le sujet du développement durable pour son organisation, de passer par un label tout de suite. On peut y arriver plus tard, après avoir mis en place un premier plan d'action. Vous avez aussi la norme ISO 26000. Alors, cette fois, ce n'est pas une norme certifiante. C'est une norme qui a été publiée en 2010 et qui donne des lignes directrices sur 7 questions centrales qui sont affichées à l'écran.
Donc, vous avez les droits de l'homme, vous avez les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, toutes les questions relatives aux consommateurs, et puis tout ce qui concerne les communautés et le développement local. Voilà, ces guidelines aident les organisations à traduire leurs actions et ces principes, du coup, en actes concrets au quotidien. Et c'est pareil, c'est une façon de prendre connaissance avec le sujet. Et comme ce n'est pas certifiant comme norme, vous pouvez vous en inspirer, vous documenter du coup, et puis commencer par le petit bout qui vous semble le plus pertinent pour votre organisation, quel que soit le type d'organisation. Vous avez aussi un autre élément de cadrage qui sont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ce sont des objectifs qui sont au nombre de 17 au niveau mondial à horizon 2030. Et c'est un programme universel qui a été mis en place justement pour assurer la paix et la prospérité des peuples et de la planète. Donc, on voit à travers ces 17 objectifs et les 17 thématiques qui sont balayées, que vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre à tous ces objectifs, ce n'est pas forcément pertinent par rapport à votre organisation, mais c'est aussi une façon de voir dans quelle case, entre guillemets, votre activité pourrait s'inscrire justement pour agir en faveur du développement durable. Voilà pour les éléments de cadrage. Voilà, alors un autre sujet très ambitieux qui concerne particulièrement l'environnement, la démarche que vous pourriez mettre en place sur le sujet environnemental, c'est le bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est pareil, le bilan de gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut bien se poser la question avant de s'engager là-dedans avec un cabinet, par exemple, d'experts, si vous avez les moyens de répondre à ces enjeux. Il va permettre une évaluation, ce bilan, de la quantité de gaz à effet de serre émise ou captée dans l'atmosphère sur une année par vos activités. Donc, réaliser un bilan de gaz à effet de serre, ça permet plusieurs choses. Ça permet de structurer sa politique environnementale pour voir là où sont les impacts les plus importants de votre organisation pour agir en priorité dessus. Donc, identifier ces actions qui vont vraiment permettre de réduire sa facture énergétique et l'impact global de votre organisation. Ça permet d'évaluer sa vulnérabilité aussi par rapport aux différents enjeux de développement durable qu'on a pu aborder. Ça permet de se démarquer en matière d'exemplarité pour justement communiquer année après année sur la façon dont vous progressez dans une dynamique d'amélioration continue. Ça permet aussi pour les sites qui sont concernés par une réglementation particulière d'y répondre. Et puis, le bilan de gaz à effet de serre permet d'impliquer ses salariés et ses partenaires à travers cet exercice de mesure des différentes émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir une démarche très scientifique et très mesurée. Voilà pour les éléments de cadrage. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que le développement durable pourrait représenter dans une organisation, je vous ai repris les 3 piliers du développement durable, donc l'environnement, l'économie et le social, sociétal. Si je commence par l'environnement, on va parler de différents sujets. On va parler de ressources, donc on peut effectivement effectuer le bilan de ses consommations d'eau, d'énergie, définir des actions correctives. On va parler de déchets, la mise en place de tri sélectif, la mise en place de composteurs, par exemple. On va parler des productions de votre activité, donc par exemple les supports de communication, par exemple pour le monde muséal des expositions ou pour d'autres sites de visite d'ailleurs. On va parler donc d'économie circulaire également. On va parler de transport, donc avec par exemple un plan de déplacement d'entreprise pour ses salariés, ses collaborateurs, de la mise en évidence aussi de la multimodalité pour les visiteurs qui se rendent sur le site, montrer qu'il existe des solutions plus éco-responsables pour venir jusqu'à nous. On va parler de biodiversité, donc on peut à ce moment-là regarder quels sont les impacts de notre bâtiment sur la nature qui est environnante, et puis voir comment justement on peut mieux respecter cette nature, et puis travailler avec cette nature justement. On va parler achat. Donc, on mettra le doigt sur les circuits courts, comment on peut faire un référencement des acteurs locaux qui sont également engagés dans des démarches de développement durable et avoir recours en priorité à ces acteurs locaux, justement. Et puis, sur le pilier économie,
Donc là, on parle de pérennité de l'activité. Donc, on a bien vu ces derniers mois, ces dernières années, avec la crise sanitaire, que c'était un sujet phare, la pérennité de l'activité. Ça remet en question pas mal de choses sur la façon dont on agit au quotidien dans le cadre de notre activité. Donc ça, c'est un critère important en termes d'adaptabilité. Et puis, l'ancrage local, évidemment, pour favoriser ce dynamisme économique du point de vue d'un territoire, il est important aussi de pouvoir agir tous ensemble, de développer du coup, en agissant tous ensemble, des offres pour un tourisme plus responsable, ce qui est une attente croissante de la part des touristes qui veulent voyager de façon de plus en plus responsable. Et puis, sur le volet social, sociétal, alors on va parler des collaborateurs, donc là on est dans le cœur de l'activité du site ou du musée. Donc on a différents sujets qui peuvent être abordés, l'égalité homme-femme, le handicap, les seniors, la formation des collaborateurs, le bien-être, la santé au travail, parmi d'autres sujets. Vous avez aussi l'aspect visiteur, comment vous allez pouvoir sensibiliser justement à travers différentes opérations vos visiteurs sur les sujets du développement durable, comment vous allez pouvoir mettre en place des éco-gestes, donc à la fois en interne pour vos collaborateurs, mais aussi pour les visiteurs, qu'ils puissent participer à ces éco-gestes, de bons réflexes de tri, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et puis, vous allez pouvoir aussi travailler sur tout ce qui concerne l'accessibilité des locaux pour les personnes en situation de handicap et des contenus pour ces personnes en situation de handicap. Et puis, on va travailler aussi dans l'aspect social-sociétal sur cet ancrage local. Comment on peut contribuer en tant que site de visite ou musée à ce dynamisme social au sein du territoire. Voilà pour vous donner quelques exemples de thématiques. Je vais faire un zoom maintenant sur une action concrète, qui est un témoignage du coup du centre Juno Beach, qui a challengé sa brochure individuelle récemment. Et donc, nous avons le témoignage de Ophélie Duchemin. Voilà, Ophélie Duchemin, qui est la chargée de communication et événementielle du centre Juno Beach et qui nous fait part des différentes étapes de réflexion justement qu'elle a menées pour rechallenger cette plaquette individuelle, cette brochure qui est imprimée, mine de rien, à 120 000 exemplaires, donc l'impact est conséquent. Donc en décembre dernier, elle a organisé une rencontre avec un imprimeur pour justement connaître la démarche en faveur du développement durable de l'imprimeur, s'il avait des labels, quelle était sa démarche, comment il gérait et il triait leurs déchets, et puis partager justement sur la démarche en faveur du développement durable du centre Juno Beach, justement. Et puis, cette rencontre a donné du coup, en conclusion, un choix de papier recyclé, donc plus éco-responsable. Donc, on a challengé déjà le papier sur lequel allait être imprimée cette brochure. Ça, c'était une première partie de la démarche. Et puis, en janvier 2022, Ophélie a également travaillé avec le graphiste en lui donnant de nouvelles consignes. Donc, ces nouvelles consignes, c'était de respecter, du coup, de prendre en compte la démarche éco-responsable qui a été mise en place au sein du musée et d'intégrer des problématiques liées au handicap. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va nous donner? Des bons réflexes. Donc, en matière de conception, en communication responsable, on évite les aplats de couleurs pour réduire sa consommation d'encre. On laisse une majorité de blanc. On remplace du coup les aplats de couleurs avec ce bénéfice écologique qui se couple à un bénéfice social, on va dire, puisqu'on offre ainsi de meilleurs contrastes pour les textes et on favorise en même temps la lecture pour des personnes qui seraient malvoyantes. Donc, on a un double bénéfice à challenger sur cet aspect graphique. Deuxième étape, on renouvelle les polices utilisées sur ces différents supports. Donc là, Ophélie a été conseillée sur 2 choix de police, le Luciole et le Quattro. Donc, il y a beaucoup de réflexions justement sur les choix de police, justement pour éviter que ça soit trop un caractère gras, qu'on puisse affiner du coup, que ça réduise du coup la consommation d'encre et qu'on offre par la même occasion une meilleure expérience de lecture possible. Donc, les 2 polices ont été choisies par rapport à ces critères-là. Donc, vous voyez, on s'interroge un petit peu sur tous les détails, des questions qu'on ne se posait pas avant, mais qu'on va se poser aujourd'hui si on veut challenger notre communication pour être aligné avec nos ambitions en matière de développement durable. Et troisième étape qui est très importante aussi,
Quand on re-challenge nos actions en matière de communication sur notre démarche développement durable et pour mettre en évidence les efforts que nous faisons, il est important de partager avec les différents publics. Donc là, Ophélie a partagé avec toute l'équipe du Centre Juno Beach pour obtenir leur point de vue. Elle a partagé évidemment avec moi aussi et Mathieu Janik, mon partenaire dont je vous parlais. Et puis, on a challengé, on a apporté différents changements, on a réfléchi ensemble et elle a également demandé son avis à la personne référente du label Tourisme et Handicap pour être sûre de bien répondre aux exigences du label. Elle a obtenu donc une réponse positive, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a challengé la brochure, il faut aussi voir comment on va adapter ces contenus pour une lecture facile sur le site Internet. Donc, on est en réflexion permanente. Et ce qui prouve que cette réflexion ne s'arrête jamais, c'est qu'Ophélie nous fait part de cette question. On se pose encore la question du papier. Un choix a été fait, mais on peut peut-être encore faire mieux parce que ce papier était plus cher que les autres, mais on a fait ce choix donc pour commencer. Mais la fabrication qui est réalisée en France, en fait, la fabrication est réalisée en France, mais pas la pâte du papier. Donc, vous voyez, on peut toujours s'interroger pour faire toujours mieux, mais pour cela, c'est vrai qu'il faut une vraie chaîne d'acteurs territoriaux qui se posent les questions pour que l'offre réponde à la demande et qu'on se challenge les uns les autres pour voir comment faire toujours mieux. Alors, ce que ça a donné, voyez la plaquette, la brochure individuelle telle qu'elle était avant, donc avec des aplats de couleurs effectivement et puis un contenu très riche. Et aujourd'hui, elle ressemble à ceci. Donc, on n'a plus d'aplats de couleurs. On a évidemment, parce que c'est très important d'avoir un impact visuel en matière de communication, sinon ça ne sert à rien de communiquer. Donc, on a conservé des photos. Et puis, vous voyez que l'ensemble s'est allégé et la lecture est plus évidente pour des personnes qui seraient, par exemple, malvoyantes. Donc, voilà pour le témoignage d'Ophélie Duchemin du Centre Juno Beach que nous pouvons remercier. Et je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet de la communication responsable pour se mettre au service du coup de votre démarche en faveur du développement durable, à aller voir le site de l'ADEME sur la communication responsable et le guide de la communication responsable qui a été édité en 2020 et qui donne sujet par sujet les différents réflexes qu'il faut avoir quand on s'engage dans une communication plus responsable pour éviter le greenwashing. Donc, ça va concerner ce guide à la fois le fond de votre communication, comment vous élaborez vos messages de communication, mais aussi la forme, que ce soit du digital, des productions audiovisuelles, des productions éditoriales, etc. Voilà, donc c'est ce guide et le site internet de l'ADEME sur la communication responsable qui pourront commencer à répondre à vos questions sur ces sujets-là si vous vous en posez. On va passer à la suite et donc je vais partager avec vous une synthèse du benchmark national et international que j'ai eu le plaisir de réaliser en août dernier pour le Centre Juno Beach. Donc, on va aborder point par point. Je précise juste que c'est une photographie qui a été réalisée en août 2021. Donc, les choses allant très vite sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses qui ont sûrement évolué depuis août 2021. Je précise également que ce benchmark se fonde uniquement sur des recherches en ligne, c'est-à-dire que j'ai analysé la communication qui était faite par les sites de visite et les musées en particulier, pardon, avec en parallèle une analyse de documentation spécialisée dans le monde muséal, de newsletters et d'articles pour justement creuser un petit peu tout ce qu'on ne trouve pas forcément sur leur site internet, mais qu'on peut trouver dans d'autres types de supports. Alors, voilà les principaux musées qui ont été étudiés. Vous avez sur la gauche les musées français, sur la droite les musées internationaux. Donc, il y a quelque chose qui nous a frappé, je le partage avec vous, c'est la colorimétrie. Donc, on voit que le monde muséal en France est plutôt sur l'aspect noir et blanc. Et puis, dans le monde muséal international, en tout cas dans ceux que j'ai eu le plaisir d'étudier, on est sur des couleurs. Mais ça, c'est un détail. On va rentrer dans le vif du sujet sur la façon dont se construit la démarche développement durable pour les musées. Donc, on a 4 piliers qui ont été identifiés. Donc, le premier pilier, la construction. La construction, ça ne va pas concerner tous les sites de visite ou tous les musées parce qu'on parle ici d'architecture et de rénovation, donc de travaux. Donc, ça ne concerne pas tout le monde ou du moins pas tout le monde au même moment.
Le deuxième sujet, un petit peu plus accessible pour tous, qui est une piste explorée en priorité par de nombreux musées, c'est la conception. Comment on va challenger la conception de nos expositions, la conception de nos supports de communication, comme je vous le présentais avec la brochure individuelle du Centre Juno Beach. Le troisième pilier, qui va être la sensibilisation, à la fois des visiteurs et du personnel interne, donc à travers des expositions thématiques, la définition d'éco-gestes, la notion d'ancrage local aussi. Donc ça, c'est une piste, la sensibilisation qui peut permettre, par exemple, à des sites de visite ou des musées qui n'ont pas la possibilité de s'engager de toute leur force, on va dire, dans une démarche de développement durable. C'est une façon aussi de se dire je mets ma pierre à l'édifice en sensibilisant sur des sujets qui ont un lien avec notre activité et qui peuvent parler aux visiteurs, par exemple. La mise en place d'une exposition thématique ou sur le changement climatique, puisque vous avez de gros enjeux sur le territoire normand et les travaux du GIEC normand ont publié récemment donc, un certain nombre d'informations qu'il peut être intéressant de relayer. Donc, ça peut être un exemple plus accessible pour tout un chacun. Et le dernier pilier, la gestion. Donc là, c'est le gros du sujet. Comment on va gérer son activité, ses activités, ses achats, ses consommations d'eau et d'énergie, comment on va mettre en place le tri, comment on va parler de transport, à la fois le transport de ses collaborateurs, mais aussi le transport des œuvres quand on est dans le monde muséal. Et là, on voit que les musées s'organisent de plus en plus sur ce sujet. On va rentrer dans chacun de ces piliers. Alors, sur le pilier numéro 1, qui est donc la construction. La construction, on avait donc, par exemple, 4 musées ici que je vous présente, qui sont des musées internationaux, qui ont cette problématique ou qui ont eu cette problématique quand ils ont commencé à parler de développement durable. Donc, ils se sont penchés sur différentes actions. Déjà, le dimensionnement de leur projet. Un principe clé du développement durable, c'est d'être adapté en permanence, adapté à ce dont on a besoin, adapté aux besoins des populations, adapté. Donc, toujours s'interroger sur l'adaptation entre l'ambition qu'on peut avoir, qui peut être démesurée quand on parle d'un nouveau projet d'architecture, par exemple, et la réalité concrète par rapport aux différents enjeux de la société, les enjeux environnementaux, etc. Premier point. Ensuite, quand on met en place les chantiers, on peut s'assurer que les prestataires avec lesquels on travaille ont une politique en matière de développement durable également, que nos chantiers soient éco-responsables. Par exemple, que les matières premières soient bien utilisées, bien recyclées. Ça, c'est très important également. Ensuite, on peut s'interroger sur le choix des matériaux. Donc, toujours avec cette optique d'analyse de cycle de vie des différents matériaux. On a la notion de biosourcing aussi qui est apparue dans les réflexions de ces musées. La notion d'achat responsable, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'interroge sur quels sont les partenaires avec lesquels on peut travailler qui sont également engagés dans une démarche de développement durable. Sur les sites muséaux étudiés, la notion de modularité des constructions était très importante parce que dans un musée, les différents espaces peuvent être modulaires et servir un jour à une conférence, un jour à une exposition. Et donc, cette anticipation, qui est un grand principe du développement durable, l'anticipation permet du coup de pouvoir avoir un espace adapté au final à la réalité de l'activité. Et puis, des questions sur l'intégration dans l'environnement du musée. Quelles sont les conditions climatiques auxquelles nous sommes exposés? Comment nous respectons la biodiversité? Comment nous sommes à proximité ou pas des transports collectifs? Et comment, du coup, si on ne l'est pas, on peut proposer, impulser une démarche de multimodalité? Comment on va réfléchir aussi sur tout ce qui est économie d'énergie? Donc là, on parle d'isolation énergétique, de remplacement des ampoules par des LED. Certains musées très avancés sont partis sur l'installation de panneaux photovoltaïques. On peut pré-programmer les éclairages intermittents. On peut travailler sur la climatisation et puis sur les différents outils numériques qu'on va prévoir du coup dans notre futur lieu. Et puis, évidemment, travailler sur l'économie de la ressource eau avec une bonne gestion des eaux pluviales. Un détail anecdotique, mais qui est souvent donné comme petit geste facile à faire, c'est de mettre des embouts mousseurs sur chaque robinet pour économiser de l'eau. Voilà, différentes actions
qui ont été présentés sur les sites internet, en tout cas, de ces 4 musées internationaux sur la thématique construction. Comment on se réinvente, comment on rechallenge en amont avec les architectes et les bureaux d'études pour construire de nouveaux musées ou rénover de façon éco-responsable notre lieu. On va passer sur le sujet suivant. Donc, le sujet suivant, on est sur l'étape de conception. Donc, les expositions, les supports de communication. Cette piste est explorée donc, par de nombreux musées à la fois français et internationaux. Les principales actions qui ont été présentées dans une logique d'économie circulaire étaient la réutilisation en interne des matériaux de scénographie des expositions, la mise en place de partenariats en externe pour donner une seconde vie aux éléments de scénographie. Donc, on a des musées qui font des partenariats avec d'autres musées, avec des associations ou avec des écoles, justement, pour donner une seconde vie à ce matériel. Et puis, le développement de scénographie éco-responsable. Donc là, on réfléchit au choix des matériaux, aux supports recyclés, recyclables. Et une fois de plus… Je me pressais pas, en fait, comme je le voyais encore… Il y a un micro, voilà. Et une fois de plus, je renvoie à la démarche du Centre Juno Beach sur sa nouvelle exposition qui est du coup dans cette dynamique d'exposition éco-responsable et dans cette logique d'économie circulaire, si vous ne l'avez pas encore découverte. On a aussi le sujet restauration des œuvres d'art dans ces différents musées, avec des matériaux réversibles et la priorité aux produits d'origine naturelle. On a le Muséum de Rouen qui, lui, a travaillé sur l'amélioration de la qualité de l'air, donc sur la toxicité des produits chimiques de conservation. Et donc, il y a un gros travail d'inventaire qui a été communiqué sur le site du Muséum de Rouen, justement sur ce sujet, pour être dans l'amélioration de cette qualité de l'air. Donc, ça concerne également les expositions et la conservation. Et puis, comme je vous le disais, l'éco-conception des supports de promotion. On va passer au pilier suivant, qui est la sensibilisation. Alors, sur la sensibilisation, c'est vraiment un sujet très vaste et comme on le disait dans mes propos introductifs, là, vous pouvez faire preuve d'une grande créativité. Les musées et sites de visite ont cette liberté, en tout cas, de proposer des choses accessibles à leurs différents publics et très créatives. On va revenir sur la diapo. Voilà. Donc ici, on a une fois de plus le Muséum de Rouen que je cite, avec un projet qui a été mené avec un EHPAD, justement sur la réalisation de vitrines au travers d'un objectif commun qui était de faire travailler la mémoire à court terme et celle qui fait appel aux souvenirs. J'ai trouvé cet exemple très intéressant parce que le muséum se positionne en disant on se sert de ce qui fait l'héritage de l'établissement, son histoire et ses très riches collections mondiales, son esprit, l'esprit du lieu, comme d'une force questionnant sans cesse le 19e, 20e, 21e siècle, un regard sur le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Et donc, le fait d'aller travailler avec un EHPAD avait beaucoup de sens justement pour être dans cet ancrage local et dans la sensibilisation au niveau local. Vous avez également la possibilité de mettre en place des animations, donc des animations du type expositions, conférences, ateliers d'éducation. Il y a la Semaine européenne du développement durable qui a lieu chaque année, qui peut être une occasion de communiquer justement sur ces sujets relatifs au développement durable. Vous pouvez mettre en place des programmes d'exposition thématique ou de conférences. On a un certain nombre de musées dans ceux que je vous ai présentés là et d'autres qui mettent en place des actions justement de sensibilisation à travers des conférences où ils invitent des experts sur l'urgence climatique, sur la biodiversité. Vous avez la possibilité de mettre en place des initiatives diverses et variées comme des ateliers jeunesse, des activités participatives. J'ai été très intéressée par le Muséum des sciences de Boston qui a mis en place un challenge, le challenge Go Carbon Neutral, qui du coup invitait tous les étudiants de la région de Boston à proposer des idées innovantes sur le sujet des déplacements, sur le sujet des transports et de la mobilité. Et donc, c'est une façon d'associer l'écosystème du musée ou du site de visite, justement, en élargissant les publics. Cette action était très intéressante et les retours qui sont disponibles en ligne sont également très intéressants. Les grands prix ont été attribués, mais justement, il y a des fiches par projet qui sont
qui sont innovantes et la jeunesse a beaucoup d'idées pour innover sur ces sujets-là. Et puis, vous avez la possibilité en matière de sensibilisation de partager in situ les bons gestes, du coup, de tri que vous invitez vos publics à adopter. Donc, ça peut être en point restauration, mais ça peut être sur le parcours de votre site de visite avec des petits éco-gestes, des petits mémos pour les visiteurs pour qu'ils adaptent et qu'ils s'inscrivent, du coup, dans la logique du site de visite. Alors, sur l'aspect gestion, vous allez voir que c'est là que je vais passer un petit peu plus de temps. On a la communication des musées sur Internet, en tout cas, donne plus de détails sur cet aspect-là. Donc, on a par exemple le musée du Louvre qui a mis en place depuis de nombreuses années une stratégie en faveur du développement durable. Ils ont fait évoluer leur verbatim, ils sont arrivés sur une stratégie RSO, responsabilité sociale des organisations. Ils ont travaillé du coup leur feuille de route en se concentrant sur les ODD. Donc, on a de nouvelles ambitions qui concernent 2021 à 2024 et leur document de travail est mis à jour 2 fois par an autour de ces 17 ODD de l'ONU. Si je vous ai mis cette information sur la diapositive, c'est que le fait de mettre à jour son travail 2 fois par an, c'est bien cette dynamique d'amélioration continue et cette démarche qu'on challenge au quotidien qui est soulignée. Ce n'est pas mettre en place une stratégie de développement durable, ce n'est pas revenir la regarder une fois par an et se dire, bon, qu'est-ce qui a avancé? C'est régulièrement revenir travailler dessus, voir quels sont les points de blocage, voir si les ressources mises à disposition sont bien adaptées aux différents enjeux et objectifs, et du coup se rechallenger en permanence, se poser de nouvelles questions. Et je vous ai précisé les précédents axes sur lesquels la stratégie RSO du Musée du Louvre était construite. Donc la gouvernance, la responsabilité sociale, la responsabilité culturelle et la responsabilité environnementale. Donc, vous avez là une façon de formuler votre stratégie RSO. Deuxième exemple, la Bibliothèque nationale de France. Donc, on reste dans le monde parisien sur cette première diapositive. Eux, ils ont établi 3 axes de travail. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, ils ont effectué un bilan carbone. Contribuer à la préservation des ressources, donc on parle d'économie d'eau sanitaire, de climatisation et de biodiversité dans ce chapitre. Et le 3e axe, acheter et consommer responsable. Donc, ils ont intégré des clauses développement durable dans leur marché, ils ont mis en place le tri sélectif. Et là, on a 3 axes de travail qui sont très clairement formulés et qui guident leur action depuis de nombreuses années. Exemple suivant, la réunion des musées nationaux, le Grand Palais. Là, on a vraiment les dimensions sociétales, sociales et environnementales qui sont intégrées au développement de chaque activité du musée. Donc, on parle d'égalité homme-femme, de handicap, d'insertion des jeunes et d'environnement, avec là aussi un bilan carbone effectué, la rédaction d'une charte fournisseur responsable, etc. Ces 3 musées parisiens sont traités ensemble sur cette diapositive parce que ce sont des musées donc, qui ont évidemment des moyens. Ce sont des musées qui sont inscrits dans un environnement où le sujet mobilité durable n'est pas un vrai sujet puisque sur Paris même, le réseau de transport en commun est très développé et du coup, on ne voit pas forcément ce sujet-là dans leurs priorités. Quand ils parlent de transport et donc du scope 3 du bilan carbone, ils le parlent uniquement pour le transport des œuvres qu'ils vont faire venir justement sur leur site. Et là, on voit bien que c'est un sujet compliqué à aborder pour eux. Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions justement d'amélioration sur le sujet des transports des œuvres, mais pour l'instant, ils ont encore beaucoup recours à la compensation carbone, ce qui n'est pas du tout une bonne solution, parce que ça peut envoyer de mauvais messages d'avoir recours à cette compensation carbone. Vraiment, si vous devez retenir quelque chose sur le sujet compensation carbone, c'est quelque chose à faire en dernier lieu, après avoir justement cherché toutes les autres pistes pour réduire son impact carbone sur les différents stades. On passe au musée suivant, le musée Baron-Martin. Alors, c'est un musée français de la ville de Gray, en Haute-Saône. Et ce musée Baron-Martin, il est certifié ISO 14001. Donc, avec cette ambition de produire mieux avec moins, de davantage recycler, de minimiser son impact sur l'environnement, d'agir en faveur de celui-ci. Et cette démarche repose sur un plan d'amélioration continue depuis 2012. Donc, c'est un musée qui est engagé depuis longtemps
et qui du coup, personnellement, je ne le connaissais pas, mais je l'ai découvert avec plaisir, ce musée, a vraiment mis en place beaucoup, beaucoup d'actions en faveur du développement durable. Ils ont une posture dans leur ville qui est très, très importante. Ils font appel au personnel de toute la ville pour fournir diverses fournitures, justement. Ils ont mis en place le tri sélectif, ils ont une gestion écologique du parc du musée avec un arrosage goutte à goutte, l'installation d'hôtels à insectes, des ruches, la plantation d'arbustes qui sont adaptés évidemment aux conditions locales, parce qu'on peut vite tomber dans le greenwashing quand on se dit on va planter des arbres. Attention à cette action-là. La plantation d'arbres doit toujours être en lien, évidemment, avec les conditions locales et l'univers biologique, l'univers dans lequel se trouvent les arbres que vous voulez planter. Il faut qu'ils puissent être adaptés aux conditions. L'installation d'un râtelier à vélo, etc. Les économies d'énergie. Donc, ils ont remplacé progressivement, on l'a vu, c'est une autre action qui était déjà évoquée, tous les éclairages par des LED, et ils ont mis en place l'extinction de l'éclairage en l'absence de visiteurs. Et sur l'aspect social, sociétal, ils ont mis en place l'accès gratuit à leurs collections permanentes et aux expositions temporaires le premier dimanche du mois de janvier à mai et d'octobre à décembre. Ils ont mis en place une grille tarifaire avec des réductions pour les bénéficiaires des minima sociaux, les chômeurs, les personnes en situation de handicap, les retraités, etc. Et donc, vous voyez bien que ces actions peuvent intégrer les différentes dimensions du développement durable. On ne parle pas uniquement d'environnement, on parle aussi des différents publics qui vont vouloir accéder à votre site de visite ou à votre musée. Exemple suivant, donc le MEG, qui, alors là, pour le coup, à Genève, a une stratégie développement durable totalement intégrée à sa stratégie globale de musée. Donc là, ils ont mis en place une politique très forte de réduction de l'empreinte carbone suite à un audit qu'ils ont fait. Ils ont défini une politique d'achat éco-responsable. Ils ont décidé de transformer tous les modes de travail au regard du développement durable. Donc le développement durable dans chaque prise de décision, sur des bases de données, des choses mesurées, scientifiques, la notion d'innovation toujours avec le regard développement durable, la notion d'expérimentation aussi, parce qu'on expérimente, on ne fait pas toujours bien du premier coup, et puis cette notion permanente de responsabilité dans tous les choix qu'ils vont faire. L'espace pour la vie de Montréal, alors là, c'est un musée particulier parce qu'il traite du sujet de l'environnement et de la vie, du vivant en général. Donc là, c'est assez évident pour un musée comme celui-ci de communiquer sur sa démarche en faveur du développement durable, puisque ça fait partie de son ADN. Donc, eux, ils ont mis en place plusieurs choses, des pratiques éco-responsables déjà en réduisant les achats, en privilégiant les fournisseurs engagés, la gestion des matières avec un objectif zéro déchet, zéro carbone en optimisant l'utilisation des ressources, en réduisant systématiquement les impacts environnementaux. Ils appliquent les principes de ce qu'ils ont intitulé les 4 RVE, donc repenser, réduire à la source, réutiliser, recycler, valoriser et éliminer de façon sécuritaire en réduisant l'impact sur l'environnement. Ils ont mis en place des mesures pour la gestion des ressources naturelles, évidemment, des mesures en faveur d'un transport plus responsable, plus durable, donc comment réduire et compenser une nouvelle fois, mais en dernière action, la compensation, les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ils ont réfléchi en matière d'éco-conception également pour atteindre les plus hautes normes, disent-ils, d'éco-conception dans leurs projets d'aménagement et d'entretien et de construction. Donc, eux, ce musée-là, ils ont mis en place une charte éco-responsable justement qu'ils partagent sur Internet et qu'ils partagent avec leurs visiteurs. Donc, cette charte, c'est une façon aussi d'associer les différents publics du musée. Diapositive suivante. Là, on part à l'international sur 2 musées, le Science Museum Group et le National History Museum, qui ont des politiques de développement durable très, très ambitieuses. Vous voyez, le premier, il a une ambition de net zéro carbone en 2033 et le deuxième en 2035. On pourrait penser à première vue que c'est du greenwashing, mais pas du tout. Cette démarche, les 2 démarches de ces musées sont très, très, très solides. Vous le constatez déjà en regardant leur site internet et le nombre de pages qui sont dédiées à leur stratégie développement durable, à leur politique, à leurs ambitions et à la démonstration de tout ce qu'ils mettent en place pour atteindre leurs objectifs. Ils ont une démarche scientifique.
Ils partagent un certain nombre d'actions sur l'énergie, sur la chaîne d'approvisionnement décarbonée, sur l'intensification de leur travail de recyclage, sur tout le travail qu'ils effectuent avec leurs fournisseurs, sur la problématique des transports une fois de plus, la mise à disposition de voitures hydrogène électriques, des bornes de recharge, le revêtement du parking en plastique recyclé, ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec le Science Museum Group, ce sont des choses qui existent du coup. Et puis, le deuxième musée qui, du coup, a eu cette possibilité aussi en effectuant des travaux de rénovation des bâtiments et cette ambition, du coup, dès la conception des bâtiments, d'atteindre ce zéro carbone net. Ils ont aussi travaillé sur les boutiques des musées, donc tous les vêtements 100% recyclés ou issus de tissus bio d'ici 2022, toutes les peluches vendues au sein de la boutique uniquement en PET recyclées d'ici 2022, donc cette année. Et puis, ils ont travaillé sur la chaîne d'approvisionnement, comme je vous le disais, avec le précédent musée. On va passer au musée suivant. On est à nouveau sur 2 musées à l'international qui ont également des politiques de développement durable très ambitieuses avec des démarches scientifiques solides et mesurées. Donc, on parle pour le musée de Wales de technologie durable. Ils ont travaillé beaucoup sur le sujet du numérique responsable, parce qu'on est de plus en plus dans une accélération du digital. La mise à disposition des contenus aussi pour les visiteurs passe par le digital. Et donc, il faut avoir une réflexion globale sur l'impact du digital. Donc, ce musée a une réflexion sur ce sujet-là. Tous les fournisseurs sont des fournisseurs locaux en ce qui concerne le café. 100% des plats à emporter qui sont vendus sont compostables et ils ont également une réflexion sur leurs boutiques, notamment les peluches et puis les bouteilles d'eau qu'ils mettent à disposition et les jouets en plastique qui du coup, ont vu d'autres alternatives proposées aux visiteurs. Et puis le Museum of Science de Boston, eux, ils ont un engagement depuis 22 ans. Donc leur démarche est complètement intégrée à leur ADN. Ils ont créé, il y a de nombreuses années, ce comité de durabilité environnementale avec une charte et tous les sujets du musée, toutes les activités du musée sont balayées via le prisme du développement durable. Donc, c'est inclus dans chaque réflexion quotidienne, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe. Donc là, on a un musée très engagé également et depuis 22 ans. On va passer à la diapo suivante avec un focus boutique de musée justement. Donc là, on est au croisement entre la gestion et la sensibilisation parce que la boutique peut être un lieu de sensibilisation aussi des visiteurs. Et dans cette recherche, j'ai trouvé très peu de boutiques qui communiquent en ligne en tout cas sur leurs engagements d'offres éco-responsables telles que formulées ainsi. On a souvent des offres dans les boutiques qui sont éthiques, mais quand on creuse un peu ce que veut dire éthique dans la boutique, ce n'est pas très clair. Et on se dit, j'ai l'impression que la petite figurine en bois qui est fabriquée par une tribu lointaine, c'est ça qui veut dire un produit éthique. Donc, ça m'a un peu interpellée. Pour autant, on a 2 démarches qui se sont distinguées, toujours en matière de communication. Je précise bien, il se peut que de nombreuses boutiques de musées n'aient pas communiqué sur leur démarche, mais qu'ils fassent des choses très bien également. On a le musée de Boulogne-sur-Mer, donc ici qui propose des stylos en matière recyclée, des sacs shopping en coton issus du commerce équitable, des produits réalisés à partir de bois issus de forêts gérées durablement et fabriqués par des travailleurs handicapés en réinsertion sociale. Donc là, on voit bien que cette boutique a une réflexion globale, à la fois sociale, sociétale et environnementale, pour proposer des produits plus responsables. Et le musée Adolphe Michaelis, qui lui propose des articles produits localement. Il y a une grosse réflexion qui a été effectuée sur les tote bags vendus, 100% coton, commerce équitable, l'impression sur ces sacs à partir d'une encre à base d'eau qui ne contient ni PVC, ni phtalate, ni formaldéhyde, etc. Tous ces tote bags sont 100% écologiques selon ce musée-là. Donc ça, c'était les 2 démarches qui se distinguent en tout cas sur Internet, sur les boutiques de musées. Et la diapo suivante présente un autre enjeu, le focus donc Made in France. Le Made in France est quelque chose qui est en revanche très étudié.
il y a des études qui sont faites sur comment justement les boutiques se fournissent sur les articles qui sont vendus. Donc le Made in France, il y a un classement qui est effectué. Là, vous avez le classement 2019 qui vous est proposé à l'écran. Et vous avez donc le musée de Versailles qui a été particulièrement félicité. Et eux font appel aux entreprises du patrimoine vivant. Donc, des créations de PME françaises. Et donc, ils ont une démarche qui a été plutôt saluée dans ce classement du Made in France. Et je vous ai mis dans cet encadré quelque chose qui a été mis en évidence avec la crise sanitaire, c'est que les musées et sites de visite, de par leur proximité locale, sont devenus des pourvoyeurs de cadeaux, justement. Donc, cadeaux de Noël ou d'anniversaire. On peut avoir le réflexe d'aller à proximité, de plus en plus, donc, se rendre dans la boutique du musée pour trouver des cadeaux. Et donc, ce questionnement sur d'où viennent les produits qu'on propose dans le musée a toute sa raison d'être. Et les achats, du coup, de produits locaux sont de plus en plus valorisés. Donc là, on parle de circuits courts et je pense que c'est vraiment une problématique sur laquelle il faut se pencher pour ceux qui ont des boutiques. Diapositive suivante pour conclure. Sur le sujet musée et développement durable, donc beaucoup de communication sur la place du musée dans la société et j'élargis ça aux différents sites de visite. L'évolution du rôle des sites de visite et des musées. Comment ces organisations peuvent impulser des réflexions sur les problématiques actuelles et à venir, comment ces organisations sont aussi des pôles d'échange intergénérationnels pour partager les connaissances, les réflexions. Et dernière diapositive, ce qui m'a un petit peu frustrée dans cette recherche, c'est de ne pas voir de façon assez évidente comment ces musées et ces sites de visite pouvaient contribuer et faire en sorte d'accélérer le sujet du tourisme plus responsable, parce que c'est bien là notre enjeu sur le territoire normand, c'est de voir comment tous les acteurs peuvent travailler ensemble justement pour répondre à cette demande de plus en plus grande de tourisme responsable, et notamment chez les jeunes qui ne veulent pas arrêter de voyager, mais qui veulent voyager de façon plus responsable. Et du coup, quelle offre de parcours éco-responsable on va pouvoir proposer à ces nouveaux publics pour répondre à cette demande grandissante. Et c'est bien là tout l'enjeu de travailler ensemble et de partager les bonnes pratiques. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie. Je vous précise du coup que je travaille avec Mathieu Janik, qui est consultant-chercheur sur les questions de transition écologique et solidaire et de communication responsable. Et je vous invite grandement, pour votre culture générale, à vous rendre sur le site de Mathieu Janik, qui publie de nombreux articles dans un blog et qui du coup… ces articles peuvent enrichir votre réflexion et vos bons réflexes justement pour prendre de la hauteur sur ces sujets et puis donner de l'élan à votre démarche. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Aurélie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont été posées. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et on les soumettra à Aurélie. Je propose qu'on donne d'abord la parole à Romane et on va voir si, suite à cet ensemble, il y aura éventuellement des questions. Romane, je te laisse partager ton écran si tu veux bien. Oui. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Il faut que tu le mets en… voilà, parfait. Très bien. Donc, bonjour à tous une nouvelle fois. Donc, moi, je vais vous parler d'un projet qu'on a avec 9 offices de tourisme en Normandie sur la mise en place d'une démarche collective de RSE. Donc, l'idée, ça va être un petit peu de vous présenter nos ambitions donc à nous, OTN, à travers ce projet, de vous présenter un petit peu également la genèse de ce groupe de travail et le fonctionnement aussi qu'on a mis en place, ainsi que les outils qu'on a co-construits et les perspectives pour l'avenir. Donc, tout d'abord, nos ambitions, c'est d'ailleurs, ça, je ne parle pas au passé, de faciliter la mise en place d'actions en faveur du développement durable dans les offices de tourisme. Une fois que ces offices de tourisme auront suffisamment de matière et auront une vraie compétence sur ce sujet, c'est également de faciliter le déploiement d'une telle démarche sur le territoire et que les offices deviennent des références sur ce sujet pour accompagner et inciter les acteurs locaux du territoire à s'engager à leur tour.
Et puis, bien sûr, c'est aussi de s'inscrire dans une dynamique régionale, de contribuer à notre échelle à faire rayonner la Normandie comme étant une destination durable. Donc, pour ce qui est du groupe de travail, on a 9 offices de tourisme qui sont volontaires. Donc, c'est une demande qui est émanée du réseau fin 2020 de travailler sur ce sujet du développement durable. Donc, nous avons 9 offices de tourisme qui se sont portés volontaires pour travailler sur cette démarche. Donc, je vous les ai indiqués sur la slide. Voilà, on a commencé à travailler dessus en 2021. On remercie en tout cas vraiment l'AFDAS de leur soutien financier, puisque c'est eux qui soutiennent ce projet. Ça nous a permis de nous faire accompagner par un cabinet de conseil expert en matière de RSE, donc qui est le cabinet Linea Conseil. Et comme je vous le disais, on a commencé à travailler dessus l'année dernière, au mois de juin, et le projet se termine tout prochainement au 31 mars. Donc, on est vraiment là sur la finalisation de tous nos outils et de toute notre démarche d'accompagnement. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai employé le terme de co-construction des outils, puisque l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche participative avec les offices de tourisme. C'est un projet sur 9 mois. On a alterné donc, des phases de travail en individuel et en collectif. Donc, on a commencé par des pré-diagnostics individuels de chaque office de tourisme, qui nous a permis de mesurer le niveau de maturité des structures, non pas du tout dans un but de jugement, mais simplement de pouvoir, nous, derrière, adapter l'accompagnement. Et puis également de pouvoir percevoir les attentes aussi des offices de tourisme de ce projet. Et ensuite, on a débuté une phase très importante de diagnostic collectif, donc en fin d'année 2021, sur le dernier trimestre, qui a été une phase dense, qui nous a en fait, au cours de laquelle on a construit un référentiel. Donc, Mathieu, le chef de projet à Linea Conseil et OTN, on a construit une base en fait de ce référentiel. Et à chaque session de travail, on le présentait. Donc, on présentait un des volets de ce référentiel au groupe de travail. Et l'idée, c'était de complètement le retravailler avec les membres, d'ajouter des critères, d'en supprimer, de les reformuler. Et également d'indiquer le niveau d'importance de chaque critère au sein du référentiel pour pouvoir pondérer un petit peu les critères. Donc, cette phase étant finie, les offices de tourisme ont leur diagnostic en matière de RSE et on a pu ensuite repartir sur des phases de travail en individuel. Donc, voilà, là, on est entre la phase 4 et 5. On a défini en fait le plan d'action de chaque office de tourisme. Enfin, on les a accompagnés à définir, ce n'est pas nous qui l'avons fait pour eux. Donc, leur plan d'action RSE. Et ensuite, chacun a bénéficié d'une nouvelle phase d'accompagnement à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs actions du plan d'action qu'ils ont défini comme étant prioritaire et sur laquelle ils avaient besoin d'un accompagnement. Donc voilà, l'idée, ça a vraiment été en fait comme on le disait, d'être dans une démarche particulièrement collaborative, de faire avec les offices de tourisme et de ne pas arriver en ayant déjà tout fait, puisque le but, c'est vraiment que ça serve aux structures, que ça soit vraiment adapté à leurs besoins. Donc, voilà, c'est la démarche de travail avec laquelle on a l'habitude de travailler. Et donc, on a pu, comme je vous le disais, co-construire des différents outils. Donc, ce référentiel, pas des moindres, sur lequel, qui comporte 6 volets, que sont la gouvernance, les collaborateurs, l'environnement, les fournisseurs, la société et les clients usagers. Donc voilà, on a environ une quinzaine de critères en moyenne par volet. On a également défini une fiche de mission RSE, puisque finalement, c'est une fonction qui est très récente dans les offices de tourisme. Et voilà, ça a été une demande de cadrer un petit peu ce rôle, cette fonction au sein de l'OT pour pouvoir que les choses soient plus clairement définies. Et puis, on a également produit différentes fiches thématiques sur des thèmes plus spécifiques, comme la communication responsable, dont tu as déjà pas mal parlé, Aurélie, des éco-gestes, l'événementiel éco-responsable aussi, puisque de nombreux offices de tourisme organisent des animations ou des événements, une trame de rapport RSE, des tableaux de bord aussi qui reprennent les différents indicateurs RSE que peuvent mesurer un office de tourisme. Et il nous reste encore un mois pour travailler sur tout ça. On affine en fait au fur et à mesure les outils en fonction des besoins et des sujets sur lesquels on travaille avec les offices de tourisme.
Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous cite ici quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place ou qui le sont déjà dans les offices de tourisme et particulièrement en Normandie. Donc, ça peut être par exemple d'organiser un temps collectif en équipe pour vider ces données numériques. Donc, on a très prochainement, là, dans 2-3 semaines, le World Cyber Cleanup Day. Donc, ça peut être fait à cette occasion, ou alors on a aussi d'autres offices de tourisme qui prennent une demi-journée, par exemple, et qui mobilisent toute l'équipe pour vider ce jour-là sa boîte mail, le serveur, etc. Voilà, c'est bloqué dans les agendas et ça a aussi un temps fédérateur pour l'équipe. Ça peut être d'accorder des réductions aussi sur les produits de la boutique pour le personnel de l'office de tourisme. Quelque chose aussi qui est fait de manière assez courante, c'est de vraiment valoriser les professionnels de la destination qui sont engagés dans des démarches durables. Ça leur donne de la visibilité et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça encourage peut-être les autres à faire de même. Sur un aspect plus social aussi, on a parfois la réalisation d'un guide ou alors d'une section sur le site internet avec les bons plans de la destination, donc par exemple des gratuités ou alors des tarifs qui sont vraiment peu chers ou des tarifs réduits, comme le disait aussi tout à l'heure Aurélie, pour certains publics, au niveau des sites de visite, des musées, de la destination, pour vraiment faciliter l'accès à un tourisme pour tous. Ça peut être aussi de recourir à des ESAT, donc des établissements de services d'aide par le travail, pour les différents, voilà, selon les différents besoins de l'office. Ça peut être pour y intégrer certains produits au sein de la boutique ou alors voilà, en fonction d'actions que l'office a besoin de mettre en place, de faire appel à ce type de structure. On a aussi certains offices de tourisme qui ont une vraie politique de dons auprès d'associations. Par exemple, on en a plusieurs qui sont points de collecte au moment des fêtes de Noël pour les boîtes de Noël à destination de personnes plus défavorisées. Ça peut être aussi du don de matériel informatique quand il arrive plus en fin de vie. Voilà, il y a vraiment tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place aussi et ça contribue voilà, au territoire et à la vie associative. On a aussi des offices de tourisme qui ont un peu de la même manière que le temps défini pour vider ces données numériques. Il y a certains OT qui ont bloqué ou qui bloquent pareil, une demi-journée ou une journée dans l'année dans l'agenda de toute l'équipe pour participer à des actions sociétales sur le temps de travail. Alors, parfois, c'est plus ou moins lié au tourisme. Ça peut être d'aller ramasser les déchets à tel endroit qui est très fréquenté sur le territoire, mais où on constate qu'il y a pas mal de déchets. Donc, finalement, c'est à la fois une action envers l'environnement et ça contribue aussi à l'attractivité du territoire. Ça peut être, pourquoi pas, de participer à un événement culturel qui a lieu sur la destination. Voilà, on contribue ainsi à la vie locale, à la vie culturelle. Donc, ça, c'est des actions qu'on voit pas mal mises en place dans les offices de tourisme. Et pour finir sur les perspectives, eh bien, l'idée, c'est de faire de nos territoires normands des destinations durables, que les offices de tourisme soient experts sur le sujet et qu'ils chapeautent en quelque sorte un petit peu l'engagement de la destination, qui soit un acteur vraiment majeur dans la transition de leur destination, qu'ils soient des vraies références et qu'ils incitent les acteurs touristiques et non touristiques d'ailleurs, de leur territoire à s'engager également dans ce type de démarche. Et puis l'idée, c'est de ne pas seulement inciter leur territoire au niveau local à s'engager, mais également les homologues en Normandie et en dehors de la région. Et puis les territoires également, pas que les offices de tourisme, à s'engager dans des démarches de RSE et de développement durable. Voilà pour moi, Fabienne. Merci beaucoup, Romane. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à les poser si vous les avez dans le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas encore. Est-ce que on a la question de Deauville si ODN va organiser une présentation du projet finalisé?
Complètement, on est sur la question d'ajustement, on travaille dessus. On a bien évidemment prévu de relayer un communiqué de presse voilà, sur fin mars, début avril, le projet se terminant au 31 mars. Voilà, ça va faire aussi l'objet de différentes présentations, que ce soit certainement à notre Assemblée générale. Voilà, on va vraiment informer tout le réseau de cette démarche et de tous les outils qui auront été produits dans ce cadre-là. Merci Romane. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier Aurélie et Romane pour ces informations très riches et de vous proposer, si vous le souhaitez, de regarder le replay. On va vous l'envoyer et vous le retrouverez également sur notre site internet de notre site internet Pro Normandie Tourisme. Donc, on va vous mettre les liens et je vous remercie de votre présence. J'espère que ça vous inspire des choses, qu'on va bientôt voir émerger de nombreux offices de tourisme et musées en Normandie qui vont s'engager dans une démarche RSE parce que c'est quelque part très positif pour le territoire, toutes ces bonnes volontés, on va dire. Merci à tous.